Alors, tout d'abord, je vous préciserai un petit peu cette singularité française de ces deux ordres de juridiction issus en grande partie de l'ère révolutionnaire. Et ensuite, je vous dirai qu'à mon sens, finalement, c'est un jeu du pouvoir exécutif. Et enfin, je vous dirai comment essayer de répondre à ça pour sauvegarder la liberté ou les libertés. Alors, la liberté, c'est aussi là que se joue cette césure entre nos deux ordres, puisque l'article 66 a employé qu'un seul mot, le singulier, la liberté individuelle, et ce singulier nous a valu bien des déboires, surtout ces dernières années, et j'ai souvent du mal à expliquer tout ça à mes collègues étrangers, même s'il y a des juridictions administratives qui existent dans la plupart des pays, bien sûr, mais cette différenciation de culture des deux ordres juridictionnels est quand même très très française. On la retrouve dans tous les pays, anciennes colonies de la France. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer des collègues africains et assez récemment de faire une mission en Tunisie et j'ai rencontré des collègues de tous les ordres juridictionnels. Alors, je dis que nous avons, nous les judiciaires, une culture de la référence quant à la jurisprudence de la Cour de cassation, mais pas une culture de la révérence. Et que par ailleurs, on a certes comme l'ordre administratif une pyramide qui se termine le Conseil d'État et nous la Cour de cassation, mais la pyramide dans le monde judiciaire, elle est, disons, elle est moins impérative, moins lourde par certains côtés que, je pense, du côté administratif. Surtout, il ne faut pas oublier que le Conseil d'État gère aussi en partie la carrière des magistrats, et on sait que la carrière, c'est un nœud où tout se décide pas tout, mais beaucoup de choses se décident dans l'orientation, dans le profil du magistrat. Le simple examen du contrôle de la Cour suprême, le Conseil d'État n'a pas exactement la même façon de contrôler les arrêts, les décisions des cours administratives d'appel. Nous, pour faire simple, quand un arrêt est cassé, il est très souvent, presque toujours, renvoyé à une autre cour, ou à la même, autrement composée, bien sûr. Et il y a bien des cas, enfin, il serait difficile de donner un chiffre exact, mais il y a bien des cas où la cour de renvoi se rebelle. Bon, ça s'appelle comme ça, enfin, dans le code de procédure civile, bien sûr. Et l'histoire démontre que parfois, à l'issue de cette rébellion, la Cour de cassation a suivi les rebelles plutôt que sa première décision. Alors ça, c'est rien que ce processus-là de contrôle de la Cour de cassation déjà induit plus d'indépendance, plus de capacité à l'autonomie des juridictions de base. La Cour d'appel est par certains côtés une juridiction de base, même si elle est supérieure. Par ailleurs, même, je dis, on a la culture de la référence, pas de la révérence. Et ça veut dire que bon, c'est vrai, on sait qu'à la Cour de cassation, dans tel ou tel cas qui ressemble à celui qu'on va juger, est allé dans tel ou tel sens. Mais on sait que les revirements de jurisprudence sont possibles. Donc, on pousse parfois, parce qu'on a des doutes sur le bien fondé de la jurisprudence de la Cour de cassation, et ce doute est fructueux, hein, il est riche. Hein. Et donc, on essaie de pousser, et ça arrive que les jurisprudences minoritaires, non conformes à celle de la Cour de cassation, soient en définitive suivies un jour ou l'autre
par la Cour de cassation. De même, il y a la question de la conventionnalité. Parfois, on sent que la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation ne s'était pas posé la question et on introduit dans le débat, puisque là on a le contrôle de la loi, pas que de la loi d'ailleurs, l'application de la loi aussi, puisqu'il faut l'appliquer conformément aussi au principe de la CEDH. Pas simplement, il peut y avoir une loi valable, mais il y a plusieurs façons de l'appliquer. On peut aussi saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, comme j'ai évoqué tout à l'heure, et comme un livre a pu le relater, d'autres vies que la mienne, un collègue avait une jurisprudence pas du tout conforme à la Cour de cassation, puisque en matière de droit de la consommation, et c'est des questions qui se posaient très souvent, il estimait qu'il pouvait soulever d'office des questions d'ordre public protecteur du consommateur. Et il a posé la question préjudicielle à la Cour de justice, qui est allée dans son sens, qui a dit non seulement que le juge pouvait, mais il devait, toujours dans ce souci de protection du vulnérable, de la partie la plus faible. Donc, par son action, il a fait réagir autrement la Cour de cassation, qui bien sûr a dû s'incliner, puisque la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit. Donc il y a toute cette culture, alors de l'absence de référence absolue. Bien sûr, on s'en soucie, ce serait stupide de ne pas s'en soucier. Ensuite, il y a cette question de l'harmonisation. Il n'y a pas besoin de regarder très longtemps la jurisprudence des juridictions administratives. On se rend compte qu'il y a un souci d'harmonisation très fort, au point que dans les cours d'appel, il y a la troïka qui vérifie quand les projets d'arrêt pour voir s'ils sont conformes à la jurisprudence de la Cour. Alors, ceux qui ont un projet d'arrêt qui ne sont pas juridiquement, jurisprudentiellement corrects, ne sont pas obligés de s'incliner. Mais enfin, bon, les pressions morales, disons, enfin, au moins le souci d'être conforme, si ce n'est conformiste, est très présent. Donc, il y a tout ça, et c'est pas une opinion aussi personnelle, parce que j'ai rencontré aussi des juges administratifs, puisque ça fait aussi partie des choses que j'ai toujours essayé de faire, et une collègue juge administrative, Thérèse Renaud, dans un article paru dans la presse juridique, a mis en avant aussi en exergue tout ceci. Donc c'est pas une vue personnelle, c'est un constat. Même si je pense qu'il y a peut-être des germes d'émancipation, mais j'en parlerai ensuite. Alors, donc dans un premier temps, on peut dire finalement c'est le pouvoir politique qui trouve que le judiciaire est incontrôlable, on ne sait jamais comment il va juger, imprévisible et tout. Le juge administratif, il est beaucoup plus prévisible. Mais en y réfléchissant, je me suis dit non, c'est pas que ça. Car il y a deux domaines de prédilection, si je peux dire, de ces transferts de compétences, ce sont le terrorisme et l'ordre public. Enfin, les troubles à l'ordre public, notamment au cours des manifestations. Le terrorisme, comment ça a commencé? Ça a commencé en septembre 86, la première loi qui a introduit la notion de terrorisme dans le code pénal français, la loi Pasqua, et qui a suivi d'à peu près une vingtaine depuis, a quand même créé beaucoup de flou. On a flouté d'abord le droit pénal, on a créé des infractions comme l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes, enfin, etc. On a créé tout un arsenal d'exceptions, et on est allé jusqu'à, encore la dernière loi, à transposer dans le droit commun ce qu'on avait mis en place dans le cadre de l'état d'urgence.
qu'est-ce qu'on a fait aussi dans le domaine de l'ordre public? En 2010, on a créé une infraction nouvelle qui a été récemment très utilisée, qui finalement permet de présupposer qu'une personne qui manifeste ou qui participe à un attroupement va créer des dégradations et que c'est dans cette perspective-là que sa participation est dans ce mouvement. C'est la loi du 2 mars 2010 qui a créé l'article 222, 14.2 du Code pénal. Donc, le champ pénal dans ces domaines-là. Mais c'est pas que dans le droit matériel du Code pénal, c'est aussi dans la mesure où on a étendu de plus en plus les pouvoirs du parquet. Donc, on sait que malgré la position du Conseil constitutionnel, on sait très bien que la Cour européenne des droits de l'homme considère que le parquet français n'est pas une autorité en justice indépendante. Et malgré tout, malgré ça, on ne cesse de donner des pouvoirs de plus en plus importants au procureur de la République, et notamment dans l'alternative aux poursuites. Et on a pu voir tout récemment, j'ai sous les yeux un papier qui montre que un manifestant récent qui avait été interpellé, sans doute aussi gardé à vue, présenté au parquet, on a fait donc une alternative aux poursuites avec un rappel à la loi. Et dans ce rappel à la loi, c'est sous condition, on a prévu qu'il ne devait plus paraître à Paris jusqu'au mois d'août. Alors, je le tiens, c'est pas du tout d'un secret de professionnel de qui que ce soit, c'était sur Twitter que j'ai trouvé ce rappel à la loi. Et le voilà. Et donc, il n'y a aucun renvoi à ni de procédure pénale, ni de droit pénal au fond. Or, un rappel à la loi, puisque c'est un classement sous condition, c'est soumis à aucun recours. Le code de procédure pénale n'a prévu des recours devant le procureur général que de la part de la victime quand il y a un refus de classement sans suite. Et certes, un classement sans suite, on peut toujours y revenir. Donc, si l'avocat de l'intéressé a fait une démarche auprès du procureur, normalement, il aurait dû le convaincre que ça ne tenait pas juridiquement. Non, c'est pas possible. Ça, on est dans un abus de procédure, car au moins quand c'est un contrôle judiciaire, il y a un recours. On l'a vu pour un journaliste qui était aussi interdit de paraître à Paris, qu'en saisissant le tribunal, il a pu avoir l'abrogation de cette obligation. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, donc, le flou va jusqu'au bout, jusque dans les plus petits détails des pouvoirs du procureur de la République, en sachant que c'est une loi toute récente qui a ajouté, celle sur la justice, qui a ajouté ce petit article, c'était l'article 5, dans l'article 59 de la loi sur la justice, personne n'a bougé, personne ne s'est rendu compte du potentiel de dangerosité. Donc, on voit que du côté du pénal, on a déjà mis en place ce flou, ces pouvoirs larges, ces conceptions très larges. Et pour moi, l'extension finalement au juge administratif de tous ces pouvoirs, qui ont une grande différence avec le pouvoir juridictionnel des juges judiciaires, c'est qu'en général, c'est des décisions préventives qui sont prises alors que
la sanction, c'est toujours a posteriori. Alors, il y a des interdictions qui sont possibles de paraître, mais dans le cadre d'une sanction, après, la commission l'a fait, quand même. Bon. Et c'est, comme dirait Bourdieu, le bras droit, le bras répressif du pouvoir exécutif, qui, à mon sens, a voulu avoir ces deux piliers. Il a développé le pilier du droit pénal, peut-être qu'il a le sentiment qu'il est allé jusqu'au bout, et que maintenant, il faut qu'il ait aussi un autre pilier, celui du pouvoir du juge administratif. Bon, c'est en y réfléchissant, grâce à votre question, que finalement, plutôt que rentrer, et c'est le troisième point que je voulais évoquer, plutôt que rentrer dans la querelle de guerre civile qu'il y a pu y avoir entre notre premier président de la Cour de cassation et l'ancien vice-président du Conseil d'État, qui ont sait, ils se sont chacun illustrés par des piques réciproques, il faut chercher, à mon sens, une culture commune. Je crois qu'il faut préconiser les rencontres, ça se fait, mais insuffisamment. Et aussi, on sait que c'est possible, il y a des juges administratifs qui font un détachement dans le judiciaire et réciproquement les systématiser, et pourquoi pas aussi les rendre obligatoires. Et aussi, alors là, c'est un peu tabou ce que je dis, mais puisqu'on sait que aussi une des différences entre les deux corps, c'est que nous, on a une école. Bon, il semblerait qu'il y en a qui voulaient la supprimer, mais enfin, bon, ça n'a pas l'air d'être tout à fait à l'ordre du jour tout de suite. Et eux, ils sont quand même formés dans l'ensemble à l'ENA. Bon, donc, culture d'administration, culture du juge, hein, par ailleurs. Non. Donc, si on faisait une école unique de juges judiciaires, de juges de droit administratif, comme ça existe dans certains pays où il n'y a pas assez de corps. Bon, c'est peut-être complètement tabou, c'est que j'envisage, mais c'est par ce biais-là qu'on pourra sortir pour protéger ensemble les libertés et ne pas se faire finalement manœuvrer par le pouvoir exécutif. Et peut-être, comme vous l'avez dit, qu'on pourrait l'appeler administrature, qui était un joli lapsus finalement, magistrature et administration.